Avec Alexis de Tocqueville, je vais vous parler d'un intellectuel français qui reste un mystère. Intellectuel français de la première partie du XIXe siècle, puisqu'il est né en 1805 et qu'il mourra en 1859. Un mystère parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est considéré comme très important dans toute la réflexion et les analyses sur la démocratie, son évolution, ses mœurs, ses institutions, à l'égal d'un Montesquieu, et que cette pensée est restée totalement ignorée pendant pratiquement un siècle, et qu'il a fallu dans la deuxième partie du XXe siècle, Raymond Aron remette Tocqueville au goût du jour et en fasse un auteur qui aujourd'hui est cité dans tous les travaux sérieux sur ces questions. Et le deuxième mystère, c'est d'essayer de comprendre comment cet homme, dont nous allons dire quelques mots de la vie, a pu avoir, par son observation, son analyse, son intelligence, des anticipations aussi fulgurantes sur les défis que rencontre un régime démocratique ou la démocratie représentative au cours de ce début de XXIe siècle. Alors Tocqueville, sa vie n'a rien d'extraordinaire. C'était une personnalité qui n'avait pas des traits particulièrement prononcés ou un charisme très fort. D'ailleurs, il reconnaîtra lui-même qu'il était un piètre orateur quand il sera à la Chambre des députés, comparé à ses contemporains, Lamartine poétique ou la puissance du verbe de Victor Hugo. C'est un homme qui naît dans une famille aristocrate, un aristocrate de Normandie, avec de fortes attaches dans le département de la Manche. Une partie de sa famille a échappé à la terreur, une autre partie en a été victime. Son père est un préfet de la Restauration. Il fait des études donc de droit. Il prête serment sans enthousiasme au début en 1830 sous le régime de Louis-Philippe pour être magistrat à Versailles, et immédiatement il demande une disponibilité avec son ami Gustave Beaumont pour aller étudier le système pénitentiaire aux États-Unis, et c'est ce fameux voyage qui se déroule pendant 9 mois en 1831-1832 qui lui permettra, on va y revenir, de publier ensuite son maître livre sur de la démocratie en Amérique. À son retour, il ne veut pas réintégrer la magistrature, il devient avocat, il essaye de faire de la politique. Il a une première tentative électorale infructueuse dans la Manche en 1837, parce qu'il n'est pas véritablement dans la lignée du candidat d'être le candidat officiel du régime de la monarchie de Juillet. Il finit par être élu en 1839, donc bien avant la Révolution. Donc il siège à la Chambre des députés sous la monarchie de Juillet. Il prononcera notamment un discours à la veille de la Révolution de 1848, un discours fameux où il prononce cette phrase: « Nous nous endormons sur un volcan ». C'était quelques semaines avant la Révolution, donc c'est toujours bon pour la postérité. Il aura un rôle relativement actif, justement, après la Révolution de 1848, dans l'établissement de la Deuxième République. Il participe aux travaux de la Constitution. Il soutient à l'élection présidentielle le général Cavaignac, qui venait de réprimer la révolte du mois de juin suite à la fermeture des ateliers nationaux. Mais malgré tout, il est dans le gouvernement pendant quelques mois, dans le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Odilon Barrot en 1849. Il désapprouve le coup d'État, il se retire de la vie politique ensuite, il restera un acteur important pour les intérêts locaux de la Manche, cette partie de la Normandie, et notamment il sera à l'origine de la ligne ferroviaire entre Paris et Cherbourg. Voilà. Il meurt relativement jeune, même pour l'époque, puisqu'il meurt à 55 ans des suites d'une tuberculose. Il passe les derniers mois de sa vie à Cannes, tuberculose qu'il avait attrapée pendant son séjour aux États-Unis. Donc sa personnalité et sa vie personnelle, il faut noter quand même qu'il se mariera
avec une Anglaise, Marie Motley, ce qui était contre évidemment l'esprit et les attentes de sa famille, puisqu'elle était anglaise, elle n'était pas aristocrate, elle était plus âgée que lui, elle était protestante. Mais il aura une relation, peut-être avec quelques infidélités d'après les témoignages que l'on connaît, mais une relation forte avec son épouse tout le long de sa vie, et son épouse participera à la publication de ses œuvres à titre posthume. Alors, pourquoi Tocqueville est resté aussi important et reste aussi important? C'est vrai qu'il a publié de son vivant 3 maîtres livres qui sont De la démocratie en Amérique, L'Ancien Régime et la Révolution et ses souvenirs. Ses souvenirs, c'est surtout ses impressions de la monarchie de Juillet, de la République, de la Révolution de 1848. Il y a des pages très fortes sur la première expérience du suffrage universel. L'Ancien Régime et la Révolution, c'est une œuvre plus importante, ça sera son dernier livre, qui montre comment l'Ancien Régime finissant avait déjà posé les bases de ce qui sera la Révolution. Il y a notamment le fameux adage dans ce livre, quand la Révolution avait commencé, elle était déjà achevée parce que le régime précédent avait largement anticipé cela. Mais le maître livre, et nous allons y revenir, c'est bien sûr De la démocratie en Amérique. De la démocratie en Amérique est donc l'œuvre maîtresse de Tocqueville. Donc elle est le fruit de cette mission dont j'ai parlé, d'étudier le système pénitentiaire américain, mission qui est accomplie avec Gustave de Beaumont autour de l'année 1831-32 pendant 9 mois. Et il faut dire que Tocqueville et son ami vont parcourir les États-Unis. Il faut imaginer que ce sont des États-Unis qui ont à peine 50 ans d'existence. On parle des États-Unis qui sont encore concentrés sur la côte Est, où il n'y a que 15 millions d'habitants. Donc c'est vraiment la démocratie naissante. Malgré ça, ils vont circuler beaucoup en Nouvelle-Angleterre, bien sûr, au Québec, sur le lac Michigan, dans le sud, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et donc pendant ces 9 mois, ils vont observer attentivement, bien au-delà du système pénitentiaire, comment est en train de s'établir cette démocratie. Et c'est vrai que, et c'est l'essentiel du premier tome qui paraîtra en 1835 de la démocratie en Amérique, Tocqueville y analyse à la fois les origines et l'histoire très particulière du peuplement des États-Unis qui sont en train de naître, les lois et cette constitution fédérale de 1787 qui est née à ses premières années, mais aussi la vie quotidienne, le rôle des associations, les mœurs des habitants qui sont venus pour la plupart d'Europe aux États-Unis, le rôle de la religion qui est très différente de la religion en Europe à partir de petites communautés, les croyances. Il y a des réflexions intéressantes sur la perspective du conflit racial. On est quand même à cette époque 30 ans avant la guerre de sécession. Et donc, quand il revient en France, en 1835, il publie ce premier tome qui est surtout des observations sur les adultes. Et puis, ce qu'il va faire, et c'est là l'essentiel de son œuvre, en 1840, il va y avoir le deuxième tome de la démocratie en Amérique, où Tocqueville va s'appuyer sur son observation et son analyse de ce qu'il a vu aux États-Unis et de sa propre observation de la difficulté de voir en France émerger un régime. Il ne faut pas oublier que quand il écrit cela, on est sous la monarchie de Juillet, donc on a expérimenté l'Ancien Régime, la Révolution, la République, l'Empire, la Restauration, et donc il y a ce malaise qui durera tout le XIXe siècle de savoir quel est le régime qui convient à la France. Et l'intuition de Tocqueville va être que nous allons vers des temps, il se projette sur le long terme, nous allons vers des temps de progrès, de la liberté et de l'égalité, quel que soit lui, ses sentiments qui le porteraient plutôt à être légitimiste par ses racines. Il voit bien que l'avenir est à la démocratie et que la passion de l'égalité et le goût pour la liberté vont avancer de façon inexorable, et une de ses préoccupations est de savoir comment on va pouvoir préserver la liberté dans des temps où il y aura cette passion pour l'égalité.
La deuxième observation très intéressante de Tocqueville, c'est de montrer que la démocratie, au fur et à mesure de son installation, va petit à petit voir des citoyens plutôt se désintéresser de la chose publique et se concentrer sur leurs intérêts et leur bonheur privé. Il va voir aussi, bien sûr, les tendances à la centralisation et à une certaine bureaucratisation qui s'installera au détriment des corps intermédiaires. Toutes ces réflexions qui anticipent la démocratie, mais non pas la démocratie des 30 ou 40 ans qui vont suivre Tocqueville, mais plutôt la démocratie de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe siècle, sont totalement stupéfiantes d'anticipation. Et effectivement, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ouvrage sur la crise de la démocratie, ou en tout cas sur le questionnement de l'évolution de la démocratie, qui ne fasse pas une place à l'œuvre de Tocqueville et à cette intuition extraordinaire de ce que va devenir l'État moderne au fur et à mesure que progresseront ce sentiment, cette passion, comme il l'appelle, pour l'égalité, et qui sera de plus en plus difficile de maintenir face à elle ce goût pour la liberté. Alors, pour bien apprécier Tocqueville, encore une fois, s'il y a une recommandation à faire, c'est de lire en priorité le tome 2 de la démocratie en Amérique. Et je voudrais, juste pour terminer, vous lire les premières lignes des pages qui sont absolument exceptionnelles. Écoutez cela. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré, à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point, il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Tout le reste est aussi pertinent et je vous encourage à le regarder et à le lire.